Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 30 janvier. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Les leaders européens refusent de renégocier l'accord de Brexit avec Londres. C'est leur réponse aux députés britanniques qui ont demandé à Theresa May de retourner à Bruxelles pour revoir la question de la frontière entre les deux Irlandes. Ça coince donc toujours à 2 mois du Brexit. Au Venezuela, le président Maduro se dit prêt à discuter avec l'opposition, mais il refuse de remettre son mandat en jeu malgré la pression de plus en plus forte. Le président autoproclamé Juan Guaido appelle ses partisans à manifester pour faire basculer l'armée. Alors que l'État islamique semble aux abois en Syrie, 130 djihadistes français aux mains des forces kurdes devraient être bientôt rapatriés en France où ils seront écroués. L'analyse dans cette édition. Et puis du cinéma à la fin de ce journal, on connaît désormais la sélection de la 69e édition de la Berlinale avec cette année Juliette Binoche comme présidente du jury. 17 films sont en compétition, dont Grâce à Dieu de François Ozon sur les scandales de pédophilie dans l'Église. Bonsoir, bienvenue. Le feuilleton du Brexit se poursuit donc au Royaume-Uni. Hier soir, les députés britanniques ont donné mandat à la Première ministre Theresa May pour qu'elle renégocie l'accord de retrait avec Bruxelles et en particulier le dispositif lié à la frontière entre les deux Irlandes. C'est le fameux backstop, un filet de sécurité entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande. Ce dispositif permet d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre les deux territoires. Or, pour les Brexiters, cela revient à ancrer le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ils ne veulent donc pas de ce backstop, mais les dirigeants européens le répètent, ils ne renégocieront pas l'accord de divorce avec Londres. Stéphane Amalian. Au lendemain du vote du Parlement britannique qui donne mandat à Theresa May pour renégocier l'accord de Brexit, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a opposé une fin de non-recevoir à la première ministre du Royaume-Uni. L'accord de retrait reste le meilleur et le seul accord possible. L'UE l'a dit en novembre, nous l'avons dit en décembre, nous l'avons dit après le premier vote significatif à la Chambre des communes en janvier. Le débat et les votes à la Chambre des communes hier ne changent rien à cela. L'accord de retrait ne sera pas renégocié. Laissez-moi vous dire clairement que le vote hier a accru le risque d'un retrait désordonné du Royaume-Uni. Même son de cloche de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, qui a mené les discussions pendant 18 mois pour parvenir à l'accord que Londres souhaite aujourd'hui modifier. Mesdames et messieurs, le backstop dont le président Juncker a parlé fait partie de l'accord de retrait et cet accord ne sera pas renégocié. Nous ne ferons rien, c'est aussi simple que ça, je le dis calmement, qui fragiliserait le marché intérieur. Nous ne ferons rien qui conduise à compromettre l'avenir de l'Union européenne au présent de cette négociation. Le sujet reste sensible, l'ambiance est électrique à Bruxelles entre députés européens et nécessite un rappel à l'ordre de la vice-présidente du Parlement qui en profite pour tacler la Chambre des communes du Royaume-Uni. Le sujet est beaucoup trop sérieux pour qu'on joue avec au Parlement. Nous ne sommes pas à la Chambre des communes. Ici, c'est le Parlement européen. À 2 mois de la date effective du Brexit, le Royaume-Uni semble n'avoir que 2 choix, accepter l'accord existant ou sortir de l'Union européenne sans accord. Dans l'actualité également, la crise politique au Venezuela avec des manifestations prévues aujourd'hui à l'appel du président autoproclamé Juan Guaido qui cherche à obtenir le soutien de l'armée pour faire tomber Nicolás Maduro. Sous pression des États-Unis et de l'Union européenne, le président vénézuélien fait front. Audrey Tillevin. Il ne se passe plus un jour sans que la télévision d'État ne diffuse des images du président vénézuélien aux côtés des militaires. Le message est clair, le soutien de l'armée est sans faille. Nicolás Maduro continue aussi d'accuser les États-Unis. Donald Trump aurait, je cite, donné l'ordre au gouvernement et aux mafias colombiennes de le faire tuer. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. C'est dire le niveau de désespoir à la Maison-Blanche. Parce qu'il n'y arrive pas avec le Venezuela. C'est très délicat. Qu'est-ce que je fais, moi? J'exerce mon leadership en tant que commandant en chef, constitutionnellement reconnu.
L'homme fort du Venezuela se dit prêt à négocier avec l'opposition et à convoquer des législatives anticipées, mais il exclut de remettre son mandat en jeu, se targuant d'avoir des soutiens de poids. Nous avons le soutien de la Russie, à tous les niveaux, et nous le recevons avec beaucoup de satisfaction et de gratitude. Ce que j'ai demandé au président Poutine, c'est que l'on maintienne un contact permanent. La Russie, alliée et créancière du Venezuela, où elle a massivement investi tout comme la Chine, insiste en tout cas pour qu'une médiation se mette en place. Nous voulons sincèrement créer les conditions pour engager le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Nous en discutons avec nos partenaires vénézuéliens, avec la République populaire de Chine, avec les nations d'Amérique latine et avec les Européens. L'opposant Juan Guaidó compte lui sur le soutien des États-Unis et d'une bonne partie des pays occidentaux, mais il joue gros. La Cour suprême lui a interdit de quitter le pays et a gelé ses comptes bancaires. Carlos Ghosn est toujours détenu au Japon. Il a donné depuis sa cellule sa première interview à un quotidien japonais. L'ex-PDG de Renault dénonce un complot et une trahison de la part de Nissan. Christelle Petrongari. Plus de 3 mois après son arrestation au Japon, Carlos Ghosn donne sa toute première interview à la presse et règle ses comptes. L'ancien patron accuse les dirigeants de Nissan. Ils ont voulu lui faire payer le projet d'intégrer Renault, Nissan et Mitsubishi, une alliance à laquelle Hiroto Saikawa, le patron du constructeur japonais, aurait été opposé. L'ancien dirigeant de 64 ans dit n'avoir aucun doute sur le fait que les charges portées contre lui sont le résultat d'un complot et d'une trahison. Carlos Ghosn fait l'objet de 3 inculpations pour abus de confiance et minoration de revenus aux autorités boursières. Lors de sa comparution devant un tribunal, il s'est dit accusé à tort. Ses demandes de libération sous caution ont toutes été rejetées. Carlos Ghosn pourrait rester en prison jusqu'à son procès. Il risque jusqu'à 15 ans de détention. Alors que l'Alliance est restée en 2018 numéro 1 mondial des ventes de voitures, le premier face-à-face entre le patron de Nissan et le nouveau PDG de Renault devrait avoir lieu ce jeudi. La crise migratoire à présent, l'Italie a accepté le débarquement sur son sol de 47 migrants qui étaient bloqués depuis 12 jours en mer. Un feu vert qui intervient après un accord avec 6 pays européens pour la répartition de ces demandeurs d'asile. Les migrants qui continuent à tenter régulièrement la périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'an passé, près de 2300 d'entre eux ont péri ou disparu en mer. La quête d'une terre d'asile conduit trop souvent encore à la mort. C'est ce que confirme dans un rapport le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En 2018, 6 personnes ont perdu la vie en moyenne chaque jour en tentant la traversée de la Méditerranée. Au total, 2275 personnes sont mortes ou ont disparu en mer, alors même que le nombre de réfugiés et de migrants arrivés en Europe est le plus bas depuis 5 ans, un peu plus de 139 000. Le rapport révèle aussi un changement dans les routes migratoires. L'Espagne est désormais le principal point d'entrée, que ce soit par voie terrestre ou maritime, devant la Grèce et très loin devant l'Italie. Pour le haut-commissaire, pour les réfugiés, il faut sortir du court-termisme politique. C'est une course entre les pays pour ne pas prendre ces personnes. C'est une course négative, une course anti-solidaire à laquelle les gouvernements se livrent pour des raisons politiques, rejetant la responsabilité de ce geste simple qui est d'accueillir quelques-uns de ces malheureux dans leur pays. Les restrictions dont font l'objet les ONG et leurs équipages qui opèrent en Méditerranée ont probablement contribué au lourd bilan humain, en particulier sur les itinéraires reliant la Libye à l'Europe, où pour 14 arrivants en moyenne, une personne mourait en mer. Dans l'actualité également, le groupe État islamique continue de reculer en Syrie où il ne posséderait plus qu'un tout petit résidu de territoire. Dans ce contexte, nombre de djihadistes se rendent aux forces arabo-kurdes. Parmi eux, il y a des Français qui devraient bientôt être rapatriés. Raphaël Vivant. 130 djihadistes français détenus dans le Rojava, le Kurdistan syrien, pourraient être rapatriés dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères français.
Jusqu'ici, le gouvernement avait préféré laisser les djihadistes aux mains des forces kurdes pour qu'ils soient jugés et qu'ils purgent leur peine sur place. Ce changement radical de politique est dû à plusieurs facteurs, comme l'explique Gwendoline Idelon, analyste au CAT, le Centre d'analyse du terrorisme. La première raison, c'est l'incapacité des groupes armés, et quand je dis groupes armés, je pense aux Kurdes de Syrie, à organiser la détention et le jugement des combattants étrangers. Il manque principalement de ressources. Le Rojava dispose d'un système judiciaire qui est encore en formation. Les institutions sont encore balbutiantes. Et la seconde raison, c'est évidemment l'instabilité du contexte géopolitique dans la zone, suite à l'annonce par le président Trump du retrait des troupes américaines en décembre dernier et à l'imminence d'une offensive turque consécutive. Le risque, à partir de ce moment-là, c'est que ces groupes armés soient dissous et qu'il en résulte une dispersion des combattants étrangers, notamment français, dans la zone, qu'on n'ait plus de contrôle sur ces combattants. Or, la priorité de la France à l'heure actuelle, et je le rappelle, c'est que ces individus soient neutralisés durablement, qu'ils soient jugés et qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Et alors, en cas de rapatriement, qu'est-ce qui attendrait ces djihadistes, ces combattants et leurs épouses et leurs enfants ? Ce qui va se passer sur un plan tout à fait concret lorsqu'ils vont rentrer, c'est qu'ils vont être interpellés. Ensuite, ils vont être placés en détention provisoire ou à défaut sous contrôle judiciaire. Il faut surtout se souvenir qu'ils seront tous judiciarisés. Aujourd'hui, tous ces individus font l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités françaises. Donc, ils sont identifiés. On sait qui ils sont et on les attend pour les placer en détention provisoire. Allez, un mot de sport et ce coup dur pour le Paris Saint-Germain qui va être privé de Neymar pendant plus de 2 mois. La star brésilienne va notamment manquer le 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Seul lot de consolation, il va éviter l'opération. Le scénario catastrophe ne se répétera pas pour Neymar. La star du PSG blessé au pied droit évite une nouvelle opération et reviendra sur les terrains début avril. Le diagnostic est tombé, le numéro 10 brésilien suivra un traitement léger de sa lésion et sera indisponible 2 mois. Une intervention chirurgicale supposait de mettre un terme à sa saison au PSG. Un bis repetita impensable pour le club parisien qui avait dû se priver de sa recrue en or l'an dernier. Neymar blessé au même endroit, les experts ne pariaient pas cher sur sa saison. Finalement, l'attaquant devrait être opérationnel pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais le PSG devra faire sans lui contre Manchester en 8e. Avec un retour programmé en avril prochain, Neymar aura donc l'occasion de prouver dès cette saison que son pied droit s'est bien rétabli. Avec lui, c'est tout Paris qui se remet à rêver d'un sacre en Ligue des Champions, dont la finale est prévue cette année le 1er juin à Madrid. Dans une semaine, le monde du cinéma aura les yeux rivés sur l'Allemagne et sa capitale Berlin pour l'ouverture de la 69e édition de la Berlinale. 17 films sont en compétition. Les détails avec Annelise Fantino. La Berlinale a dévoilé sa sélection avec, comme chaque année, des films marqués par leur engagement. Et pour cette édition, qui n'hésite pas à aborder des thèmes sensibles, la sphère privée n'a jamais été aussi porteuse d'une dimension politique. Aujourd'hui, ce qui compte, ce sont nos actes au quotidien et notre rapport au monde. Du réchauffement climatique à l'agriculture, tout est lié, cela passe par la nourriture que nous mangeons. Ce sujet est abordé à travers les films et c'est très intéressant. Le comportement dans la sphère privée est plus politique que jamais et les films que nous avons choisis le démontrent. Cette année, c'est l'actrice française Juliette Binoche qui présidera le jury de ce festival qui doit sans doute sa fibre politique à sa création en 1951 dans un contexte d'après-guerre et dans une ville ensuite coupée en deux pendant des décennies. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Elle t'a vu ? Oui, je sais. Seul film français en compétition, Grâce à Dieu de François Ozon s'attaque au récent scandale pédophile étouffé par l'Église catholique. Parce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. In goldenen Handschuh. Ja.
Fatih Akin revient, lui, avec un thriller et une bonne dose d'horreur. Le réalisateur allemand qui a remporté l'Ours d'Or en 2004 présente ici Gandor. Cette adaptation d'un best-seller d'Heinz Strunk met en scène un tueur en série qui a pétrifié les habitants de Hambourg pendant les années 70. Cette année, 7 des 17 films sélectionnés ont été réalisés par des femmes et c'est The Kindness of Strangers de la réalisatrice danoise Lone Scherfig qui ouvrira cette édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à bientôt.